Alors notre question du jour concerne justement la voie professionnelle qui est au cœur de l'actualité depuis la rentrée. Elle a toujours été, mais plus particulièrement en ce moment. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Laurent Isquin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire national du SNETA, le premier syndicat de l'enseignement professionnel. Et face à vous, un habitué maintenant, Dylan ici. Bonjour. Bonjour. Porte-parole du collectif Une Voix pour tous. Alors je disais, on parle beaucoup de l'enseignement professionnel. Dernière actualité en date, 6 lycées professionnels, et j'espère que je ne me trompe pas sur le chiffre, 6 lycées professionnels menacés de fermeture à Paris et 10 dans le Grand Est. C'est les infos? C'est les bonnes? On peut même faire 7. 7 vous? 7 lycées professionnels sur Paris, là, oui. 7 sur Paris et 10 dans le Grand Est. Comment on en arrive là, l'un et l'autre, Laurent Isquin? Alors, ce qui a l'air d'être mis en avant, moi je pense qu'on en arrive là par le mépris. Pour commencer, par le mépris des lycées professionnels. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait plus de lycées professionnels sur Paris, comment on peut se permettre de fermer 7 lycées professionnels. Ce qui est mis en avant, c'est la vétusté des locaux, par exemple. Comment on peut... Mais c'est le cas dans beaucoup d'établissements généraux. Alors, c'est dommage que ce soit le cas dans beaucoup, mais je veux dire, comment peut-on laisser se dégrader les structures pour les fermer ensuite parce qu'elles sont dégradées? Enfin, non, c'est... Non, mais je veux dire, dans ce cas, on aurait aussi fermé des établissements d'enseignement général. Parce qu'il y en a plein aussi qui sont touchés par la vétusté. Enfin, moi, je trouve que dire qu'on a laissé abîmer les bâtiments, ils ne peuvent plus accueillir les gens, donc on ferme, c'est pas mettre en avant les lycées professionnels. D'autant plus, effectivement, la raison. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a aussi des formations rares et de pointe dans ces lycées-là qu'on va fermer. Donc c'est vraiment un mépris au sens large, avec la mise en avant des faibles effectifs. Avec, voilà. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas de lycée professionnel, on sort les lycées professionnels de Paris? C'est ça la politique? Et pourtant, j'ai relu encore une phrase, aujourd'hui, en fouillant encore dans les nombreux articles que je lis depuis plusieurs mois maintenant sur l'éducation et notamment sur l'enseignement professionnel, avec Emmanuel Macron, un président qui n'a jamais pris autant au sérieux, autant à cœur de réformer l'enseignement professionnel et d'en faire une voie d'excellence. On réagit à ça, alors quand on voit là 17 donc, établissements qui ferment? Dylan ici. Il y a effectivement un intérêt un peu inattendu et qui sort de nulle part sur le lycée professionnel aujourd'hui, mais qui n'est pas pour nous déplaire, parce que je pense qu'on avait aussi besoin d'avoir une attention politique aussi forte sur le lycée professionnel aujourd'hui. Maintenant, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut en faire et pourquoi est-ce qu'on a cette attention qui est particulière. Ce qui se passe actuellement sur les lycées de Paris, c'est que effectivement, d'une part, on dit on les ferme parce qu'il y a des situations d'insalubrité, de vétusté des bâtiments, mais en même temps, on dit il y a aussi des problématiques de nombre et finalement il y a un enjeu de remplir les classes qui se pose. Ce qui est aussi expliqué, c'est qu'en fait, il n'y aurait pas de fermeture de filière, mais en fait un décalage des élèves dans les filières vers d'autres établissements professionnels. Ce qui pose la question de la prise en compte des difficultés que rencontrent les élèves de lycée professionnel et finalement combien est-ce qu'on aura d'élèves dans des classes alors même qu'on sait que c'est les mêmes élèves qui rencontrent le plus de difficultés. Donc effectivement, je pense qu'il y a un mépris, je pense qu'il y a une distance très forte entre aujourd'hui la présidente de la région et la réalité du lycée professionnel qui se traduit par ça comme ça a pu l'être avant. Il y a une grève historique des enseignants il y a quelques semaines à ce sujet déjà, un rassemblement mardi devant le Conseil régional d'Île-de-France, une grève prévue aussi, je crois, le 17 ou 19, je ne sais plus. C'est ça, l'interprofessionnel appelle le 17 de nouveau et le SNETA FO appelle tous les lycées professionnels à venir manifester le samedi 19 novembre. Alors, évidemment, c'est bien de manifester, évidemment, c'est bien d'hurler, ça peut faire bouger les lignes, mais est-ce que vous pensez encore que ça peut faire bouger les choses? Positivement, j'entends. On le souhaite. Oui, on le souhaite, parce que de toute façon, comme on estime que ce qu'ils proposent maintenant sur la table, c'est vraiment de la dégradation. Et avec nous, ce qu'on réclame avant tout, c'est un constat partagé, un état des lieux partagé. Parce que réformer, c'est mieux, une réforme, ça met 10 ans pour se mettre en place. Donc la dernière qui a été mise en place en pleine période Covid, on peut même pas en faire un bilan. Il correspondrait à rien. Donc, pourquoi réformer? Donc, s'il y a besoin de réformer, alors on part d'un constat. On fait le constat. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent dans les lycées professionnels, en particulier le sort qui leur est réservé, en ajoutant sans cesse de la difficulté. On pourra voir sur les points. Donc, c'est de la multidifficulté. Et au bout d'un moment, les collègues n'en peuvent plus. Vous avez qu'à voir, ils ont des problèmes pour recruter les enseignants. Il y a...
il y a de vraies difficultés à traiter. Alors parlons justement de ces points de réforme. On va refaire un état des lieux pour pouvoir comprendre encore mieux ce qui se passe. Pourquoi justement vous êtes contre ces réformes-là? Parce que l'idée c'est pas d'être contre pour rien, c'est parce que c'est justement d'être contre pour quelque chose. Ces fermetures interviennent alors qu'une réforme est donc en train de se mettre en place, une réforme qui suscite sur ce plateau, mais aussi ailleurs, des réactions extrêmement négatives, ou en tout cas de peur ou d'interrogation, d'inquiétude nourrie. Pour ceux qui nous regardent, les principaux changements de cette réforme, Emmanuel Macron veut augmenter donc de 50% le temps de stage des élèves en voie professionnelle. Il propose même de rémunérer ces jeunes. Pourquoi ce système de stage? Pourquoi augmenter, en fait, l'idée d'augmenter la durée de stage n'est pas une bonne idée, Dina Naïssi? Alors pour nous, cette idée-là, elle traduit une méconnaissance des réalités à la fois des élèves de lycée professionnel, mais en même temps de ce que ça peut être que d'accueillir des stagiaires. Il y a une orientation qui assez souvent est subie, ce qui implique en fait le suivi de filière qu'on ne choisit pas forcément, et ce qui implique par la suite aussi la réalisation de stages qu'on n'aura pas choisis. Donc finalement, les stages qui sont censés être des périodes d'épanouissement et d'apprentissage, d'éducation, ne le sont pas, et peuvent parfois aussi être des moments de traumatisme. Je prends l'exemple de Prisca Kerouat, qui est une sociologue qui vient de sortir un ouvrage sur le lycée professionnel, qui évoque une élève qui lui raconte en classe d'ASSP, donc d'aide et soins à la personne, comment on leur demande de réaliser des lavages mortuaires en stage à des enfants. Tous les stages ne se ressemblent pas et ne correspondent pas forcément à ça. On a beaucoup de stages en bac pro commerce où en fait les élèves pendant un mois font de la mise en rayon, pareil en gestion d'administration, on trie des données sur Excel. Enfin, ça n'est malheureusement pas assez en fait des périodes à la fois d'apprentissage et d'épanouissement, et l'augmentation de ces périodes de stage serait justement un recul pour des élèves qui aujourd'hui ne choisissent pas leur filière. Alors aujourd'hui, on dit finalement que ce sujet-là, cette question de l'augmentation des stages n'est plus posée sur la table. Enfin, c'est ce qui a été annoncé avec le lancement des groupes de travail. On va voir ce qu'il en sera. Nous, on part sur l'idée qu'il faut effectivement aller le plus loin possible dans le dialogue et dans la discussion, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'effectivement, il n'y a plus de marge de manœuvre. Et pour l'instant, en tout cas de ce qui est dit, c'est quelque chose sur lequel ils ont accepté de revenir. Bon, alors pour l'instant, ils acceptent de revenir, on est dans le dialogue, j'entends, mais enfin rien n'est acté. Professionnaliser davantage, encore et encore, justement, ces étudiants qui ont pour certains, donc avant le bac, j'entends, qui ont pour certains 13, 14, 15 ans, 16 ans. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Non, c'est pas une bonne idée. Je pense que ça a été assez bien décrit. Ça fait partie de la formation. C'est une caractéristique des lycées professionnels que d'avoir des périodes de formation en milieu professionnel. Donc c'est bien, ça existe, c'est le cœur du lycée professionnel. Et ce qui est plutôt bien d'ailleurs pour pouvoir savoir et maîtriser un sujet, comprendre ce qui nous attend après. C'est très bien, très bien, c'est l'idée. C'est pour ça quand on nous dit qu'on est coupé des entreprises, voilà, depuis que ça existe, c'est l'idée. Donc non, on n'est pas coupé avec des entreprises. Par contre, il y a la mesure. Là, il n'y a pas que ça. Il y a les périodes de formation en milieu professionnel et il y a tout le reste. À l'école, devenir citoyen, etc. Ça, c'est important et ça, ils en ont besoin, les élèves. Et ils en ont perdu du volume horaire là-dessus. Donc, il ne faut pas leur retirer davantage de volume horaire là-dessus. C'est ça, en fait, les périodes seraient plus longues d'apprentissage. Enfin, il y a des choses différentes entre l'enseignement professionnel et l'apprentissage. Mais en tout cas, l'apprentissage au sein de l'enseignement professionnel serait plus long. À la limite, on pourrait imaginer des stages plus longs, c'est ça? Oui, on pourrait le faire. Il y a eu pas au détriment de l'enseignement général. Il y a eu des propositions, par exemple, de rajouter une année. De dire, il manque une année. Alors, il y en avait 4 avant, c'est revenu à 3. C'était pas le bac pro, c'était pas la même configuration. Mais s'il fallait rajouter une année en disant il manque des stages, on rajoute de l'année, et bien il manque aussi de la culture, il manque aussi de l'enseignement général, rajoutons une année. Est-ce que c'est ça le débat? Non. Bon, alors si on reste sur la configuration actuelle, ce n'est certainement pas de rallonger les périodes de stage. Il se trouve, même si jamais c'est le cœur, même si jamais c'est intéressant d'avoir ces périodes de stage en entreprise, il se trouve que c'est la partie la plus inégalitaire de la formation des élèves. Quand ils sont dans la classe, ils ont tous le même cours. Quand ils sont en entreprise, ils ont tous des expériences différentes. On pourrait dire que c'est une richesse, puisqu'ils ont plusieurs périodes de stage, on pourrait dire que c'est une richesse, à condition qu'il y ait suffisamment de lieux d'accueil.
Or, c'est une grosse difficulté. Une grosse difficulté pour trouver le stage en question? Pour trouver, alors déjà, il y a un gros travail pour que recherchent les entreprises. Ça dépend des secteurs, des domaines. Voilà, faire une généralité, c'est un peu compliqué, mais c'est souvent une difficulté quand même de rechercher l'entreprise. Voilà, savoir-être, etc. Donc, il y a une partie recherche de l'entreprise. Il y a une partie capacité d'accueil des entreprises, pauvres, très pauvres, encore plus maintenant. Actuellement, c'est très compliqué. Ce n'est pas rare. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on avait les stages en entreprise, tout le monde avait son stage un mois avant. Voilà. Et pourquoi? Parce que l'entreprise doit payer le stage, doit payer l'étudiant en question? Elle ne doit pas payer. D'abord, il faut avoir une capacité d'accueil pour l'accueillir, celui qui veut bien le faire. L'exemple est marquant, hein, celui que vient de donner Dylan. C'est pas parce que les gens sont mauvais. Vous mettez des stagiaires dans des milieux en tension. Je veux dire, faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir qu'est-ce qui va se passer. Évidemment. Il n'y a personne pour s'en occuper, donc on fait quoi? Soit la personne dit non, je ne la prends pas parce que je ne peux pas m'en occuper. Oui, j'ai pas le temps. Soit je le prends et ça va me délester de tâches et ça va être des stages répétitifs, ça va être des tâches parfois qui ne sont pas effectivement pour des jeunes de cet âge-là. Ils ne sont pas du tout préparés à cela en fait. Et puis même des choses des fois à voir, on nous dit, il y a même des choses très dures. C'est-à-dire que quand on n'a pas le temps de s'occuper des gens, mais ils font la toilette et puis en même temps ils commencent le plateau, ils finissent le plateau. Comment on peut faire entrer dans le métier ou faire découvrir le métier à des jeunes sur des choses qui sont complètement borderline, même en dehors. Oui, c'est sûr qu'en fait, pour ceux qui nous regardent, évidemment, hein, on peut imaginer le joli stage chez un menuisier pour apprendre le bois, etc., dans un cadre superbement féerique, dans une forêt, etc. Mais en fait, la réalité du quotidien, c'est vrai que c'est pas celle-ci. Voilà, un stage, c'est pas toujours... On espère que ce soit dans les meilleures conditions possibles, mais quand on a 15-16 ans, eh ben, évidemment, on nous donne pas forcément les tâches les plus intéressantes à accomplir. Et c'est aussi ça, le combat, ils le comprennent quand on en parlait avec le ministère de l'Éducation, Dylan Haïssi. Je pense qu'ils l'entendent, mais en fait, les expériences sont parfois tellement dures qu'il faut avant tout les voir pour y croire. Bien sûr. Parce que je pense qu'une des choses qui explique la distance entre à la fois les attentes mais les réponses qui sont apportées, c'est finalement une méconnaissance physique de ce qu'est le lycée professionnel. Mettre un pied dans un lycée pro au quotidien, je pense que ça change le regard sur à la fois les élèves, sur leurs problématiques et sur les urgences qu'il y a à traiter. Donc ils l'entendront toujours et je pense pas que dans le fond tout le monde soit mauvais, mais en revanche je pense qu'ils le comprennent mal parce qu'ils ne le voient pas. Mais justement, ils ne le voient pas, ils le comprennent mal, et vous parlez de mépris. C'est le premier mot que vous m'avez dit quand je vous ai interrogé, parce que c'est vrai que ce mépris, c'est un mot qui revient constamment quand on fait une émission ici, ou même quand je le regarde chez mes confrères ailleurs sur n'importe quelle chaîne. Malheureusement, on a vu dans les générations précédentes et toujours maintenant cette idée de t'es pas bon, on part en voie pro. Alors qu'on l'a vu en plus, les chiffres, notamment au bac, le prouvent et le montrent. Les chiffres sont très bons en réussite au bac. Donc, est-ce qu'il y a un mépris, ce côté où on délaisse vraiment les étudiants de voie pro toujours, en se disant on garde les plus mauvais? Ça, c'est à la fois... c'est à la fois un sentiment qui est global, parce qu'en fait le lycée pro c'est toujours bon pour les enfants des autres, mais c'est aussi quelque chose qui est ressenti par les élèves. Ce sentiment de mépris social, ce sentiment de relégation, et finalement que son statut de mauvais élève et de dernier du rang de classe finalement se confirme par cette orientation au lycée professionnel. Et c'est un regard qui est porté par tout le monde, parce que c'est des métiers qui pour une bonne partie, correspondent pas à une ascension sociale auquel certains pourraient vouloir aspirer, même si, à contrario, il y a un certain nombre d'élèves qui s'orientent et qui s'y épanouissent aussi. Oui, mais quand le gouvernement, pardon de vous couper, mais veut en faire une voie d'excellence, pourquoi il enlève, par exemple, l'enseignement général? C'est une façon, justement, de mépriser les étudiants qui sont en voie pro. Complètement. Et je pense que c'est encore le fait de ne pas connaître, de ne pas avoir une idée de l'importance que les retards ont, de ne pas avoir une idée du profil des élèves et des difficultés qu'on peut rencontrer quand on est élève en lycée professionnel. Et c'est de finalement se dire que l'excellence, c'est juste être un bon salarié, un bon employé, alors qu'en fait, il y a tout un tas d'autres choses qui sont à atteindre encore. Pardon, je souris, mais parce que je trouve ça tellement français, en fait. J'ai très peur de cette idée de faire des petits soldats
des espèces de la bien-pensance et de tout le monde doit travailler dans le même sens. Alors là, il y a un secteur qui doit engager, alors allons tous vers ce secteur qui va engager. Il faut que tu sois un bon petit salarié, que tu touches son petit CDI, etc. C'est ça qu'on veut? Oui, et puis ça, c'est quand même pas du fantasme, hein, c'est quand même ce qui est présenté. Hein. C'est-à-dire adapter les formations à l'employabilité derrière. Hein. C'est-à-dire la ministre déléguée à l'enseignement professionnel, c'est bien ce qu'elle a mis en place. Hein. Carole Grandjean? Oui, Carole Grandjean. On peut la citer. Et je citais le titre, c'était... Hein. Mais enfin voilà, on a, quand on parlait d'un état des lieux juste, sincère et partagé, c'est très important quand on parle des stages. Ça vient d'où cette histoire? Ça vient de la réussite, c'est l'apprentissage. Ils ont 73% d'insertion dans les entreprises. Quand vous choisissez l'apprentissage par rapport à la formation initiale scolaire, vous choisissez de faire le deuil, entre guillemets, de la totalité de l'apport aux citoyens, la culture, etc., pour les heures d'enseignement, et vous donnez plus de temps à l'entreprise. Au bout des 2 ans ou des 3 ans, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que plus d'un quart de ces jeunes sont mis à la porte, ne sont pas insérés. Quand vous avez 73% de réussite, il manque quelques pourcentages pour faire 100%. Évidemment. Donc vous partez d'un scandale qui est d'éjecter un quart des jeunes qui ont choisi cette voie pour être intégrés directement dans le métier, qui ont été choisis par les entreprises. C'est pas les mêmes CSP, les mêmes catégories socio-professionnelles. Voilà, c'est pas les mêmes CSP entre les apprentissages moyens et les écoles. Nous, on choisit personne, et tant mieux. Je veux dire, je réclame pas à choisir, mais je veux dire que de l'autre, on est en train de comparer 2 systèmes. D'un côté, on choisit. Arrivé au bout du compte, il y en a un quart qui part dans la nature, et on nous dit c'est le meilleur système parce que il y a 73% d'insertion. C'est un scandale de présenter les choses de cette façon-là. Réaction, Dylan? Ouais, en fait, totalement. Il n'y a aucune des ambitions du lycée pro, de l'apprentissage et de la formation professionnelle de façon large qui est aujourd'hui respectée, que ce soit au niveau de l'insertion, mais que ce soit aussi au niveau de la poursuite d'études. Et je pense à des choses encore moins palpables et évaluables, comme finalement le sentiment d'appartenance, la citoyenneté, toutes ces choses-là qui sont même pas encore sur la table. Donc effectivement, il y a un travail à faire sur revaloriser l'image pour permettre à ce que les 2 ambitions puissent être réussies. Il n'y a pas un mélange des genres qui s'opère aussi entre l'apprentissage post-bac, c'est-à-dire les formations qui peuvent se faire en CAP ou BTS et autres, et ce qui se fait avant le bac? Parce que c'est quand même pas du tout la même voie, non? Absolument. Puis nous, on parle d'un premier diplôme. Alors, il y a l'âge, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a l'âge des élèves qui va intervenir, et puis le pré-bac ne fonctionne pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des réussites, heureusement, mais je veux dire, par rapport à l'investissement financier qui est fait pour pousser les entreprises à prendre des apprentis, le pré-bac ne fonctionne pas. C'est un constat. On nous parle aussi des décrocheurs de lycées professionnels, mais on ne nous parle pas des ruptures de contrat de l'apprentissage. C'est énorme, surtout en pré-bac. Le taux de contrat rompu. Non seulement les élèves ils sont choisis, mais une fois qu'ils ont été choisis, il y a les décrochés. Il y a les décrocheurs et les décrochés. Il y a les élèves qui partent d'eux-mêmes et ceux qu'on remercie. Et ces contrats s'opèrent comme ça, de manière, enfin, je ne sais pas, contraignant pour les entreprises. Ils peuvent se permettre justement de rompre un contrat. Oui. C'est parce qu'ils font partie d'enseignement pro que le contrat peut être rompu comme ça du jour au lendemain. C'est pas par rapport à l'enseignement pro, c'est par rapport au contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, oui, enfin, c'est voilà, dans ce sens-là, oui. Voilà. Donc non, du coup, ils perdent les aides financières, dont acte. Mais je veux dire, voilà, ils peuvent choisir, ils peuvent dire, ben voilà, finalement, cet élève-là ne nous convient pas. C'est pas comme ça qu'on forme le citoyen de demain. Enfin, il me semble que c'est pas comme ça. Pour en venir à l'actualité chaude du moment, on parlait de justement cette fermeture d'établissement pour une raison, donc évoquer la première, qui est la vétusté des locaux, qui est quand même folle, hein, parce que bon, on l'a vu, la vétusté des locaux, c'est le cas dans beaucoup d'autres lycées qu'on dit classiques d'apprentissage général, en fait dans le reste de la France et à Paris aussi. Pour ces locaux qui ferment, ça veut dire que tous ces étudiants, ils vont être déplacés donc au sein de Paris, hein, 7 établissements qui ferment si on prend juste Paris. Il y en a 10 dans le Grand Est. Le Grand Est, c'est pas je prends le métro et je vais au lycée d'à côté, d'accord? Le Grand Est, c'est une région. Comment vont faire ces jeunes qui, j'imagine, parce que c'est le cas pratiquement de tous les Français maintenant, n'ont pas les moyens
en plus supplémentaire de payer le transport, etc., et la vie ailleurs. Comment ils font pour pouvoir justement être balancés d'une ville à une autre? Je pense que, à titre personnel, je pense que c'est une question qui ne s'est pas posée. Alors, c'est ça qui est magique. C'est ça qui est fabuleux. C'est ça, parce qu'en fait, on parle de déplacement des filières, mais on parle absolument pas des places dans les établissements. Est-ce qu'il y a la place suffisante pour accueillir tous les élèves? Mais surtout, en fait, on commence à voir apparaître l'idée de déplacer ces bacs pro en banlieue parisienne. Elle le dit assez clairement que, pour l'instant, une des pistes qui est étudiée, c'est de déplacer les élèves à l'extérieur de Paris. Donc ça traduit encore tout un tas de choses qui aujourd'hui montre l'idée qu'on a du lycée professionnel et de sa place sociale, mais aussi visiblement géographique. Bon, ben voilà, on prend un étudiant, c'est pas le coup de désolé, ça va pas marcher, et on le déplace. Surtout que si on a une caractéristique partagée sur tout le territoire d'un élève type de lycée professionnel, c'est son manque de mobilité. Et c'est pour ça qu'on se bat énormément sur les campus, où vous avez des filières, on réduit à une filière, on prend tout, c'est la méga filière, mais c'est cette filière. T'aimes le fromage, ça tombe bien, tu voulais du poulet, bah, tu iras plus loin, quoi. Donc c'est parfaitement contre-productif pour nos élèves. On veut les faire rêver, et on les oblige à faire une filière, et en plus maintenant on dit que cette filière-là ne resteront que celles qui sont adaptées à l'emploi local. C'est contre nature, et c'est pas ce que méritent nos élèves. Voilà, ils méritent mieux que ça. Bien sûr. Lina, ici, vous avez dernièrement rencontré le député NUPES Louis Boyard. Il souhaite proposer une loi pour un revenu jeune. Qu'en pensez-vous? On pense que c'est intéressant et c'est important, d'autant plus que les élèves de lycée professionnel sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés financières. Ce sont ceux qui sont les plus exposés à la précarité. Absolument. 93% de chances d'orientation lorsqu'on est issu de milieux défavorisés. Donc c'est une piste qui est importante et qui permettrait aussi de ne pas conditionner finalement une rémunération ou un revenu à une situation d'emploi, mais finalement à un droit commun, et on pense que c'est quelque chose sur lequel on doit se pencher sérieusement. Et vous pensez que l'État peut vous écouter? On espère. Quand je dis écouter, appliquer, hein, parce que pas juste entendre comme ça. Bien sûr. L'État, c'est heureusement beaucoup d'acteurs. Il y a la ministre qui porte ce projet, mais il y a aussi tout un tas d'autres institutions, notamment le Parlement, qui est en train de s'emparer réellement de cette question-là, avec un panel très large de députés et de sénateurs que nous on peut rencontrer, qui veulent poser la question, qui veulent travailler dessus. Donc si c'est pas l'un, ça sera l'autre. La carte des formations qu'on réclame, la carte de formation que l'on doit à ces élèves-là, c'est la diversité à proximité. Parfait. Dernier mot de la fin qui sont clairs, nets. Écoutez, bonne bagarre la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. On sera avec vous de tout cœur. Laurent Isquin, merci d'avoir été avec nous, secrétaire national du SNETA, le premier syndicat de l'enseignement professionnel. Et Dina Nayassi aussi, qui porte la parole du collectif Une voix pour tous. On marque une courte pause et on se retrouve.